Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Carib. N'hésitez pas à venir devant, il reste quelques chaises. Eh bien, on est très heureux d'accueillir Cécile Portier ce soir pour parler de son roman de toutes pièces qui est paru récemment chez Quidam. L'impression que m'a fait ce roman, en général, à ce qu'on appelle la rentrée littéraire, même s'il y a beaucoup de bons livres, on est un peu saisi par l'avalanche des romans dits de rentrée. Et de toutes pièces, c'est un livre qui m'a saisi d'entrée, d'emblée de jeu, dès que je l'ai commencé. Je trouve que c'est un roman dont la singularité apparaît dès le départ au lecteur. Le sujet, en tout cas au départ, on entre dans le livre par des objets très particuliers, on va en parler tout à l'heure, et un homme, un personnage, un curateur qui est chargé par des commanditaires anonymes, invisibles, de constituer un cabinet de curiosité. Pour ça, il a autant d'argent qu'il le souhaite, apparemment pas beaucoup de temps, et il faut que le cabinet de curiosité soit luxueux, soit singulier. C'est un roman qui est d'abord presque entièrement intérieur, et qui en même temps, puisque bon, on a ce personnage, on a le cabinet de curiosité qu'il imagine, et puis plus tard, il va se retrouver dans une situation, dans un hangar, on va en parler, et il y a en même temps son questionnement intérieur. Donc c'est un roman qui est à la fois presque entièrement intérieur, et qui en même temps a un mouvement impressionnant, qui tisse tout le temps un système d'écho entre le narrateur, ses questionnements, et puis ce qui se passe dans ce monde auquel il a tourné le dos. Donc c'est un homme qui a fait sécession d'une certaine manière, on a l'impression qu'il s'est dissocié de la compagnie des autres, par choix d'abord, et puis du fait de ses commanditaires qui sont comme ça anonymes, invisibles. Voilà, donc le mouvement, l'écriture happe le lecteur dès les premières phrases. Donc je voulais commencer par une question un peu traditionnelle, qui était quel a été le point de départ du livre, parce que c'est un livre qui a beaucoup de facettes, beaucoup d'aspects dont on va discuter ce soir, mais ça m'intéressait de savoir quel avait été le point de départ de sa genèse. Le point de départ, il est très simple en fait. Il est que le babysitter de mes enfants, au moment où je lisais ce livre, travaillait à la librairie, pas à la librairie, au cabinet d'Erol, rue du Bac. Oui. Donc, ça pense à d'Erol. Ouais. Et un jour où on dînait avec lui, parce que c'était plus qu'un babysitter, c'était un ami, et c'est toujours d'ailleurs, et il nous racontait que Damien Hirst avait reçu une commande du cabinet d'Erol pour faire un cabinet de curiosité clé en main, pour le vendre aux enchères, suite à l'incendie qu'avait subi le cabinet d'Erol, pour qu'il se refasse. Voilà. Et ça m'avait totalement scandalisé en fait. L'idée qu'on puisse investir comme ça dans aucune durée cette figure du cabinet de curiosité pour en faire un objet à la vente en se servant d'une marque d'art contemporain en l'occurrence, pour en faire et c'est ça qui a été le déclencheur en fait. Donc j'ai repris complètement ce dispositif qui était en fait un dispositif réel pour alors sauf que mon curateur à moi il a pas grand chose à voir avec Damien Hirst, mais voilà. Alors le récit qu'on lit justement, c'est le journal de ce narrateur, de ce curateur, et le journal est raconté au fil de 4 saisons. Donc il est chargé de constituer ce cabinet de curiosité, et dans le récit, on a à la fois l'écho de la description des objets au fil de leur achat, de leur réception, et puis ce mouvement des pensées du narrateur. J'aimerais bien savoir comment tu as imaginé la construction de ce récit et l'histoire. Pourquoi ce mouvement au fil des 4 saisons? Alors, en fait, si j'essaie de me souvenir comment s'est fait la fabrication du livre, je pense que même si le point de départ a été celui que j'ai dit et que donc il y avait dès le départ une sorte de révolte et d'envie
d'investir cette question de la condensation du temps qui était à l'œuvre dans cette idée de faire un cabinet de curiosité qui pour moi est l'œuvre d'une vie, d'une subjectivité et qui est justement une œuvre. Alors même que l'idée de le faire très rapidement et de le vendre à quelqu'un d'autre, c'est pour moi antinomique de ce qu'est un cabinet de curiosité où c'est une œuvre de quelqu'un qui reste propriétaire, non pas propriétaire au sens monétaire du terme, mais au sens que c'est juste l'extension de lui-même et de sa connaissance, de son rapport au monde. Donc cette question-là était vraiment essentielle pour moi dans le déclenchement de l'écriture, et en même temps, au départ, la chose qui m'intéressait, qui m'a vraiment porté longtemps, ça a été d'écrire des objets, d'en faire des objets de méditation en fait. J'avais envie d'être dans ce rapport d'imaginer des objets un peu dingues et de les décrire, et voilà. Et ça n'est que progressivement qu'est venue l'idée d'y remettre une subjectivité, et d'y remettre une subjectivité qui était minimale, parce que la première forme, c'était presque, je la pensais presque comme un inventaire, vraiment. Et puis et d'ailleurs, certains ici l'ont vu, j'avais fait une toute première version hyper petite de cette idée de cabinet de curiosité, grâce à Patrick, dans le cadre du festival Général Instinct, où j'avais fait une vente aux enchères de notre vieux monde, c'est comme ça que j'avais appelé. J'avais donc dans la rue vendu aux enchères un certain nombre de descriptions d'objets comme ça. Et donc c'était le tout début de l'histoire. Et donc ensuite m'est venu effectivement moins le désir que la nécessité, mais en tout cas l'idée d'installer de la narration, tout simplement parce qu'il y avait pour moi une figure d'enfermement, et que c'est important pour moi, puisque cette figure d'informement, elle revient systématiquement dans tout ce que j'écris, donc voilà, j'essaie de m'en libérer, de trouver la porte, et donc pour ça, il fallait qu'il y ait un mouvement narratif, et c'est comme ça qu'est venue l'idée que ce soit un journal, que ce soit une subjectivité à l'œuvre qui à la fois s'enferme et trouve les moyens, même si on n'arrive que finalement à la fin à pas grand chose, mais quand même les moyens d'une libération, et c'est comme ça qu'est venue l'idée que que ce soit que cet écrit du narrateur-curateur se dérive progressivement d'un simple inventaire assez objectif à celui de presque un journal intime, même s'il s'en défend, et au récit d'une subversion et d'une révolte possible, et en tout cas de la possibilité d'aller ailleurs, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on parlait de description des objets, Ouais. c'est peut-être bien d'entendre un extrait. Ouais. 8 janvier. 2 fœtus de sœurs siamoises attachés par le thorax et 2 fœtus de sœurs siamoises attachés par le thorax et dont l'extrême petite taille permet qu'ils soient conservés dans un bocal rond qui me plaisait beaucoup et dont je ne savais pas bien quoi faire. Il me plaisait, il me plaît toujours, pour son côté aquarium, son côté ventre de grossesse aussi, et loupe grossissante, qui permet de mieux voir les détails, les mains très dessinées déjà, bien qu'un peu palmées encore, les petites veines remontant le long des bras, les fronts encore un peu creux, les jambes pas encore descendues au bassin.
Si c'étaient des êtres viables, ils marcheraient à 4 pattes, ou peut-être même pas. Disons que leurs jambes ressemblent à des pattes qui ressemblent à des nageoires, sauf que les deux sœurs ne nagent pas non plus. Elles restent, en stase, dans leur paradis de formol. Elles restent ensemble, elles n'ont pas le choix, et leurs yeux sont très gros. Petites carpes. Ou plutôt non. De les voir me fait surtout penser à ces petites gymnastes d'Europe de l'Est qu'on voyait sur nos écrans dans les années 80, qui ne marchaient jamais, mais couraient, faisaient des saltos et des roues, se mouvaient dans l'espace comme si, pour elles, et pour elles seulement, il avait une fluidité supplémentaire. Elles payaient cela d'une sorte de retrait du monde, qui n'est pas le même, je le sais, que celui que connaissent mes dieux siamoises. Un rideau de fer n'est pas un bocal. Et leurs jambes, à elles, étaient bien campées, bien galbées, et leur juste au corps était lisse, scintillant, quand les petites sœurs sont nues, tout juste habillées d'un lanugo qui jamais ne tombera. C'est tellement beau de les voir flotter ainsi dans un liquide amniotique fidèle, permanent, qu'on en oublierait presque ce qui fait leur spécificité. Leur attachement l'une à l'autre, et l'air qu'elles ont pourtant de vouloir s'éviter. Elles se font face, de beaucoup trop près, collées qu'elles sont par un os qui ressemble au bréchet des volailles. Ainsi, elles auraient dû passer leur vie dans un éternel torticolis si elles avaient voulu éviter de s'embrasser continuellement sur la bouche, si elles avaient voulu seulement respirer. Alors j'avais plusieurs remarques par rapport aux objets. Déjà, on entre dans le récit par les objets en premier, et puis leur description, elle est souvent en assez gros plan. On les voit de manière très précise et en même temps dans un langage qui est assez poétique. C'est des descriptions mais qui parlent aussi à l'imaginaire et qui font vraiment vivre les objets. Enfin, on entre vraiment dans cette collection et elles traduisent vraiment le caractère obsessionnel du narrateur qui les décrit. Et puis souvent, et surtout au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on a l'impression qu'elles font de plus en plus écho, ces descriptions, à ces états intérieurs. Et puis ma deuxième remarque, c'était que ces objets semblaient aller, alors je vais dire entre guillemets, du plus inoffensif. Le premier, c'est un ornithorynque empaillé. Ensuite, on a, ce qu'on a entendu, les fœtus de sœurs siamoises. Vers le pire, peut-être la cruauté, la violence, en même temps une forme de fragilité des êtres. En tout cas, il y a tout le temps une forme de partie liée avec la mort dans cette collection. Donc en fait, mes questions étaient autour de ça. Comment tu as imaginé cette collection et quelles étaient tes intentions dans l'écriture en décrivant cette collection? Alors pour moi, chacun des objets se voulait être un symptôme de l'état du monde, une sorte de pustule sur son corps, un petit truc qui dirait qui serait insignifiant en fait de quelque chose. Et effectivement, il y a une évolution dans les objets au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'au départ le narrateur c'est un bon élève. On lui donne carte blanche, mais il sait très bien que la carte blanche, elle a des règles, malgré ce qu'elle dit. Et donc, il se conforme à ces règles. Et d'ailleurs, dès le départ, il le dit. L'ornithorynque, c'est une obligation. Je veux dire, on ne peut pas avoir un cabinet de curiosité sans avoir un ornithorynque, c'est pas possible. Donc il se conforme à ces règles et puis progressivement il se rend compte que ces règles auxquelles il a décidé d'obéir elles-mêmes se dérobent et que la relation qu'il a avec le commanditaire dont il ne connaît rien est totalement, c'est un contrat totalement léonin, encore plus que ce qu'il pouvait imaginer, et que quelque chose se vrille de cette toute puissance qu'il pensait avoir,
de cette toute-puissance cadrée par les lois du genre, comme on dit, mais quand même qui était censé être une carte blanche. Et à partir du moment où il a conscience du fait qu'il est joué et non plus qu'il joue, il va souhaiter retrouver une sorte de liberté, et cette liberté, il la retrouve en vrillant lui-même les lois du genre. Et donc, de plus en plus, les objets deviennent déviants par rapport à ce que doit être normalement un cabinet de curiosité. Et lui-même, n'étant que, effectivement, la chambre d'écho d'un monde qui va comme il va, et on sait comment il va, et de ces objets qu'il fait rentrer, on le voit se dérégler aussi. Voilà. Du coup, est-ce que tu considères que ton roman se situe dans une tradition de la décadence? En tout cas, qui veut souligner la décomposition d'une époque? Bah non, parce que ça va, je suis assez suffisamment pessimiste comme ça, quoi. Non, moi j'ai envie je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qui m'ont fait un retour de lecture en me disant qu'ils trouvaient que ce livre portait une forme d'inquiétude et d'angoisse et de noirceur. Je la renie pas, mais pour moi il y a quelque chose à l'œuvre qui est quand même celle d'une subjectivité qui ne malgré tout qui ne renonce pas. Il y a aucune victoire dans le parcours de ce curateur, mais malgré tout, il n'a pas plié sur l'essentiel. Ce sur quoi il n'a pas plié, c'est la question de sa liberté, finalement. Alors, on peut parler un peu plus justement de ce personnage. Donc, au départ, c'est un homme qui assez peu sympathique, parce qu'il semble plus attiré par les objets que par les êtres humains, par les choses inanimées que par ce qui palpite et qui vit. Et puis bon, il y a cette forme de séparation d'avec tout ce qui est émotion, tout ce qui est vivant. Et puis d'une manière assez paradoxale, en fait, il se retrouve à un moment dans le roman dans un lieu complètement isolé et déshumanisé, un hangar où il se retrouve de manière inattendue stocké avec ses objets. Et puis là, il va retisser un lien qui est un lien assez ténu, mais avec des personnes, des êtres vivants, en tout cas dans cet environnement. Donc il y a les veilleurs du hangar, il y a un chat, à un moment il y a un client qui croise dans un supermarché discount voisin. Et donc c'est quand il se retrouve dans cette condition en fait d'un environnement très déshumanisé, quand son lien avec ses commanditaires, qui est un lien lui-même déshumanisé, se grippe, quand le projet se grippe, lui, il devient défaillant par rapport à ce projet. C'est ça qui l'humanise, en fait. C'est ça qui le fait retourner vers le monde. Puis c'est le chat qui l'humanise beaucoup aussi, d'ailleurs. Mais oui, effectivement, il est très peu incarné. D'ailleurs, je ne saurais rien en dire. Il vient d'où, ce personnage? C'est sans doute moi, comme dirait l'autre, qui s'appelait F. mais il est, en tout cas, il est, il se rend compte, enfin je sais pas d'ailleurs si c'est une question de prise de conscience, mais quelque chose lui manque. Et il y a plusieurs points de bascule. Il y a effectivement son rapport à ce chat errant qui vient perturber l'ordonnancement du hangar avec toutes les pièces bien rangées sur les étagères et qui ne suit pas une ronde puisque par définition son parcours est erratique, alors que celui
des veilleurs est censé être rythmé, même si déjà le rythme différent des veilleurs, puisque ce sont des êtres vivants, subjectifs, le perturbe, puisque leur rythme n'est pas le même, et que du coup ça suffit déjà à lui créer des angoisses et des énervements, tout lui crée des angoisses, tout ce qui vient de l'extérieur, qu'il n'a pas lui-même décidé de préempter, lui crée des angoisses. Et en cela, il est lui-même symptomatique d'un état de notre fonctionnement qui est celui de la volonté de tout contrôler, préempter, contrôler, et à partir du moment où les choses sont achetées et mortes, on est serein. Voilà. Et malheureusement, même s'il est dans les conditions optimales pour être serein, puisqu'il est dans un environnement le plus mort possible, il y a quand même des perturbations, et ces perturbations au départ le perturbent et progressivement vont créer chez lui un manque qui est celui de se rendre compte de son énorme déficience en fait. Et l'autre point de bascule, c'est, bon, on va pas raconter tout, mais à un moment, il y a la prise de conscience chez lui du fait qu'il n'a même pas regardé le visage de quelqu'un. Il a tout vu d'une situation, sauf le visage de son interlocuteur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. 18 avril, 22h. Ce lieu m'obsède, mais lequel est-ce? S'agit-il de celui, projeté, que je conçois pour qu'il soit à la fois caché et exhibé selon les lois très codifiées de la pudeur, du vrai luxe? Ou bien celui, vulgaire hangar, posé là où il est, parallépipède noir, ou depuis un temps qui commence à ne plus se compter normalement, tellement toutes choses se ressemblent, j'attends de finir, j'attends de livrer. Ce lieu m'obsède presque plus que les objets qu'il contient. Eux qui finissent tous par ne plus rien peser, dans cette question qui revient. Lequel des deux contenants est le plus fictif? L'entrepôt actuel ou le cabinet futur? Ce qui est à venir a forcément moins d'existence que ce qui est. La question devrait être déjà réglée. Mais cela résiste. Car là où je suis, ce hangar, cela ne fonctionne pas comme je l'avais prévu. Comme il aurait fallu. Oui, j'ai de l'aigreur quand je pense aux hôtels du Freeport, si loin, si proche. Moi, tous les soirs, c'est dans cet ibis budget que je rentre. Je vague d'un cube à un autre. Celui d'une soir est blanc et crépi, grenu, propre, mais sans plus, et j'entre dans ma chambre avec une porte à code. Parfois, j'allume la télé, je coupe le son. Allongé dans mon lit, je tente de décrypter l'actualité, de déceler les collisions de sens produites entre l'image souvent vide, comme inerte, et le bandeau de texte défilant en bas de l'écran, beaucoup plus nerveux. On voit ainsi, presque toujours, un morceau de rue barré d'une rubalise, quelques badauds devant, au premier plan un présentateur, jeune, mèche de cheveux agacée par le vent, tenant un gros micro rond près de sa bouche. On dirait l'interprète caricatural d'un film muet ou l'exégète d'un idiot profond. En bas, l'imperturbable, le monde se déroule en ruban. Parfois je dors dans la lumière bleue que produit cette bouche à fantôme. Je suis sédentaire. Je laisse le monde venir à moi. Il arrive à mes pieds, épuisé. On entend dans cet endroit, complètement ce hangar, et il dort dans un hôtel Ibis.
dans une ZAC près de Thionville. Alors qu'il pensait au départ... frontalière, alors qu'il pensait être dans un paradis fiscal au Luxembourg et qui se retrouve en fait du mauvais côté de la frontière. Une des choses, c'est que dans le livre, il n'a pas beaucoup de temps, il a beaucoup d'argent pour faire ce projet. Il est beaucoup question d'argent en fait dans ce livre, puisqu'il peut acheter ce qu'il désire. Et il est beaucoup question aussi de la manière dont on peut percevoir le monde uniquement par ce prisme de l'argent, de l'achat, du contrôle, de l'accumulation, qui apparaît comme un prisme plutôt mortifère. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est un roman qui n'est pas seulement celui d'une obsession, d'une névrose ou de quelqu'un qui constitue ce cabinet, mais aussi un livre profondément politique et contemporain. Oui, je ne sais pas quoi dire là-dessus parce que je pense qu'on est tous confrontés à la même, au même réel. Donc là, c'est ma manière d'en rendre compte, de montrer quelle souffrance ça peut me causer. Qui est pas la pire sans doute parce que je pense qu'il y en a qui en souffrent plus, mais malgré tout effectivement bah peut-être là-dessus ça serait ah ça c'est bonsoir. Peut-être là-dessus, il y a le passage de l'herbier qui est peut-être le plus parlant, ou celui que tu avais choisi, je sais pas. Nous vivons dans un monde d'intermédiaires. Je suis un intermédiaire. Je suis l'homme qui n'a pas vu le loup, qui a serré la main à celui qui ne l'a pas vu non plus. Dans cette transaction qui se perpétue comme réaction en chaîne, je prends ma place et ma marge. Je fabrique de la valeur ajoutée. Je travaille à ce que plus rien dans ce monde ne puisse échapper à son passage un jour dans le régime de la réplique. Je travaille à ce que tout circule. J'entends partout objet et argent pour aboutir ici. Ici est le terme. Terminal et terminaison de toute chose pour enfin jouir de l'avoir soustrait à tout le reste. Ma logique est arithmétique, toujours la même. Soustraction au monde, division des personnes, addition au stock, multiplication, puissance. Alors il y a une figure dans le roman qui est importante, qui est le lien du narrateur à ses commanditaires. Il est anonyme le narrateur, ses commanditaires non seulement ils sont anonymes, on ne connaît pas leur motivation, ils font bien attention à ne pas se montrer, c'est-à-dire qu'au moment par exemple où ils vont signer le contrat avec le narrateur, il est bien précisé qu'ils sont dans une pièce à côté qui est protégée par une porte à sas, sa porte capitonnée, et ils communiquent avec lui par l'intermédiaire d'une interface web, ils le soumettent à un moment à des procédures extrêmement strictes, codifiées, puis à des questions inquisitrices, avant finalement de sembler se désintéresser. Je ne vais pas tout dire sur le livre. Et ce dispositif de lui et eux, c'est assez fascinant parce que justement d'abord ça donne beaucoup d'ampleur au roman, et puis ça traduit à la fois ces relations déshumanisées, l'absurdité d'une façon de travailler qui est une façon de travailler du néolibéralisme mondialisé, du monde actuel, et en même temps ça place le narrateur dans une posture, quand il est dans le hangar en particulier, dans une posture de veilleur, d'attente, puisqu'il est dans ce hangar, il attend des commanditaires, il attend quelque chose qui ne vient pas, qui est une figure aussi assez classique de la littérature, et je trouvais que cet écho était passionnant aussi dans le livre. Alors,
les commanditaires ou le commanditaire, parce qu'on ne sait pas, c'est le propre même des croyances et des religions, de ne pas savoir s'ils sont un ou plusieurs d'ailleurs. C'est effectivement à la fois une figure économique et une figure métaphysique pour moi. C'est celle effectivement de la recherche d'un sens possible à son action dans le monde et bon, ça n'a jamais gagné quand même, hein. Donc voilà et puis il se retrouve effectivement dans la situation de n'importe quel prolétaire, quel que soit son niveau dans la hiérarchie des CSP, du moment qu'il n'est pas en situation totalement décisionnaire, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, de faire un bullshit job. Voilà. Ça, en fait, il fait un bullshit job. Il est en train de faire un truc où les dés sont pipés dès le départ, puisque le contrat est lui-même tronqué, qu'on lui dit t'as le droit de tout faire, sauf qu'il se rend compte progressivement que pas du tout, qu'il y a des contrôles tatillons sur plein de sujets, et qu'en plus il y a un total désintérêt manifeste par l'absence de manifestation justement sur ce qu'il peut bien fabriquer, et que en fait ce qui est nié c'est sa liberté et la dimension d'œuvre de son travail. Et c'est effectivement pour moi une question primordiale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire œuvre de sa vie et de son travail, et comment ça justement il faut l'attendre de personne, parce que sinon on est certain de ne pas avoir la réponse, quoi. C'est même jusqu'à son existence même qui est liée. Oui. Et donc finalement son œuvre, alors on va pas dire comment elle se fabrique, mais il arrive à faire œuvre à partir du moment où il se rend compte qu'il ne peut plus l'attendre de personne. Et son œuvre, elle est dans le redon, d'une certaine manière. Alors, c'est un roman qui est, en tout cas au début, presque entièrement intérieur. Parce que donc il y a la description du cabinet de curiosité qui est imaginé par le curateur. Il imagine comme une pièce sans fenêtre avec des alcôves. Ensuite, il y a le hangar dans lequel il est. On imagine en tout cas sans fenêtre, et puis il y a son questionnement intérieur. Donc, et en même temps, le roman, c'est son journal, et il dit que c'est le seul lieu de débordement, en fait. Il parle de lieu de débordement quand il écrit. On a l'impression, en fait, que c'est sa seule ouverture, et j'avais envie que tu nous parles de ça, et puis de la citation de Elfriede de Jelinek que tu as mis en exergue du roman, qui est « Voici que le langage veut se mettre à parler ». Ouais. Alors, en fait, déjà, je suis pas du tout une spécialiste d'Elfriede de Jelinek, mais je suis tombée sur cette phrase au moment où je lisais, d'ailleurs je sais même plus quel livre d'elle, mais j'en ai pourtant pas lu 2 tonnes, et ça m'a juste voilà, électrisée, et il y a un passage en fait qui est lié pour moi à cette mais alors je vais pas le retrouver comme ça évidemment, peut-être que c'est le passage qui parle du langage botanique, tu sais, tout le il est un peu long en plus, donc c'est plutôt vers non, ça c'est l'herbier, mais il y a un moment où je parle il y a une histoire de petits insectes, de vent et tout ça. Non, il y a des trucs.
Bon, c'est pas grave. Si jamais vous lisez le bouquin, vous retrouverez ce passage. On pensera à toi. Et donc, ça vient de là, de cette question de l'énorme angoisse que représente le monde, et que la seule manière de calmer cette angoisse, c'est de foutre des mots dessus. Et que ces mots, forcément, ça doit être des noms, pas des verbes. Histoire de foutre des étiquettes et que ça reste bien collé et que ça bouge plus. Voilà. Et que justement le langage passe son temps à décoller les étiquettes et à remettre du vent et à faire que le monde bouge et qu'on n'est jamais tranquille avec ça, quoi. Et que justement son entreprise à lui, qui était celle de figer le monde en pensant le recréer mais en même temps en le mortifiant, elle est vouée à l'échec, et que c'est bien l'échec même d'une entreprise littéraire d'écriture qui voudrait se conforter dans le ça y est là, toute l'idée est bien là en place. En fait non, ça n'arrête pas de voilà. Donc je sais pas, c'est ça que je pourrais dire là-dessus. Est-ce que tu veux nous en dire un dernier passage? Ouais, alors lequel du coup? La première chose, c'est mettre des noms sur les choses. Un chat, une pipe, et ainsi de suite. La première chose, c'est ça. C'est long, faut dire. Il y a le chat persan, le chat nu, le siamois, le matou, l'égyptien, l'Isabelle. Il y a aussi le chat écorché, le chat échaudé, le chat stérilisé d'intérieur. Il y a la pipe d'écume et la fumée sans feu. Il y a le fauteuil qui va avec le chat et la pipe, en cuir, accoudoir lustré, flamme dans l'âtre, et la pensée qui s'y abîme. La pensée, elle, ne se donne pas de nom, tout occupée qu'elle est à en donner aux choses. Et c'est long. On croit en avoir fini, mais on regarde dehors et ça recommence. Il faut donner un nom à tout ce gris par-dessus la terre et qui change. Il faut donner un nom à ce qui jaunit et ploie sous le vent, graminées dociles qu'on caresse. Et faisant cela, on fait s'échapper des épis tout un tas de bestioles minuscules à élytres qu'il faut nommer aussi, sinon tout est foutu. Tout risque de disparaître par la bonde de ce trou minuscule qu'a donné dans le paysage le petit être volant échappé, non nommé. La chose importante, c'est ça. Nommer les choses qui apparaissent. Savoir dire exactement de quelle couleur est cette eau dormante devant soi. Vers Dieu à s'y croire trahi. Ou bien non. Sous un nuage, ce n'est plus pareil. Une inquiétude s'y inscrit. Elle plisse et vire à une couleur plus terreuse et plus douce. Et juste après se métallise. On n'y voit plus que du ciel. Et le nom de la couleur de l'eau reste une question, très longue à éplucher. Les noms qu'on donne aux choses, c'est pour calmer le vent. Sous le vent, rien n'est relié, rien n'est rangé. Ça ne va pas. On a besoin de paysage. Voilà. Le paysage, c'est quand le monde prend sa substance des noms. Avant ça, ce n'est pas paysage. C'est juste du vent et des bêtes à 6 pattes qui courent et volent dans n'importe quel sens. Juste de l'herbe verte prise à rebrousse-poil. Et la pipe non plus, on ne l'imaginait pas ainsi. Avant ça, ce n'est pas paysage, c'est juste l'effroi. On ne sait pas trop ce que c'est. Et cet avant-là advient tous les jours. Ce n'est pas une chose ancienne dont on se souviendrait, c'est une peur dissimulée un peu partout. Une peur comme un vide. Une bête traverse le paysage, le trou. On s'empresse de bourrer la fuite de substantifs. Après, ça va mieux. Alors, on reconnaît tout, d'avoir tout passé sous sa langue, comme autant d'étiquettes à coller. On distingue les essences, les bonnes, les mauvaises, on est prévenu. Le paysage existe quand le langage est botanique. Des noms apposés à chaque épi ployant sous l'horizon. Un monde étal, explicatif, avec des chemins bien ordonnés commençant par soi-même. La première chose, c'est ça. Des noms, des noms, des noms, et on croit en avoir fini. On détourne les yeux, on revient à l'âtre, on s'accoude au bord lustré du fauteuil. On va enfin pouvoir profiter de cette sacrée pipe et être présent à quelque chose. Et en fait, non, évidemment. Merci beaucoup. Merci. J'espère
j'espère que vous avez été convaincus que ce livre doit absolument être lu et aussi un extraordinaire cadeau à offrir. Que c'est à la fois une ode au langage, aux failles et puis au désordre du monde qui pointe à travers sous le contrôle. Voilà, et puis je vous propose de poursuivre cette discussion autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci. Merci.